Bonjour, merci pour l'introduction. Oui, la 5G fait vraiment partie des enjeux actuels en matière de dynamisation de l'économie, très certainement. Et puis, ça n'étonnera personne en matière de souveraineté numérique. C'est bien le cœur du débat d'aujourd'hui. Et donc, avec Gérard, on a prévu de bâtir notre exposé, d'abord en s'appuyant sur les spécificités techniques de la 5G. À partir desquels on peut ensuite voir ce qu'il en est en matière d'enjeux de déploiement, en matière de développement économique, en matière de stratégie industrielle, et puis bien évidemment les impacts également concernant la souveraineté. Donc, en ce qui concerne, donc, c'est une nouvelle génération, bien évidemment, et c'est loin d'être la première, puisque c'est la 5e du nom. Elle va avoir, comme les précédentes, mais encore plus, une pénétration donc, qui va augmenter. Et cette pénétration, qui est déjà le cas de la 4G et même des générations précédentes, mais qui va encore s'amplifier, elle concerne aussi bien la sphère privée que le monde de l'entreprise, que l'industrie et que la grande majorité de ce qu'on appelle aujourd'hui les secteurs verticaux. Alors la sphère privée, ben, évidemment, naturellement, c'est pas seulement le smartphone dans l'ascenseur, même si ça permet aussi d'avoir un confort et de faciliter l'accès à de très nombreuses applications pour le quotidien de tout un chacun. Mais la vraie innovation, probablement la plus importante et qui caractérise la différence avec les générations précédentes, bah, c'est plutôt au niveau du monde de l'entreprise et de l'industrie, justement, et c'est ce qu'on va voir donc, dans les transparents qui suivent. Bon, cette 5G, elle fait aujourd'hui l'objet de très nombreux débats dans les médias. Elle questionne un peu tous les acteurs, le citoyen déjà, la puissance publique, les décideurs. Et ces débats, bon, on sait bien qu'ils sont un peu de toute nature, des très mauvais, hein, il ne faut pas le cacher, mais aussi des débats tout à fait sérieux et profonds. Pourquoi est-ce qu'ils nous questionnent? Parce que cette 5G, comme justement elle va de plus en plus être dans nos vies quotidiennes à tous les niveaux, eh bien, ces impacts sont très nombreux. Hein. On est dans une question aujourd'hui qui concerne la transition écologique, la transition énergétique, la question écologique, évidemment, qui s'impose de plus en plus. Et la 5G, eh bien, elle interpelle aussi à ces sujets, sur ces questions très importantes. Ce qui importe, et c'est vraiment le rôle qu'on essaye d'avoir aussi en tant qu'organisme de formation, eh bien, c'est de l'aborder avec un regard rationnel, s'appuyer bien sûr sur des considérations scientifiques le plus possible. Tout ça pour être capable de dire jusqu'à quel point est-ce qu'elle nous apporte beaucoup en matière de rapport coût-bénéfice. Hein, c'est un terme aujourd'hui qui est tout à fait d'actualité dans la crise actuelle, mais qui est tout aussi vrai dans cette nouvelle technologie donc, qui va se développer. Des aspects sanitaires aussi, et là encore, c'est pas du tout nouveau, ça fait des années qu'on en parle, ça revient, disons, dans la question du jour, sous un angle un tout petit peu différent, mais aussi pas très différent de ce qui s'est dit depuis des années. Et donc tout ça encore, y compris les aspects un peu sociétaux et les questions de souveraineté, sont tout à fait à regarder de façon objective et rationnelle. Alors, il n'est jamais inutile d'avoir un retour sur le passé. Et en matière de connectivité sans fil, les réseaux, eh bien, ça fait une trentaine d'années maintenant, puisque ça a démarré avec la 2G. Et sur ce transparent, donc les générations précédentes qui sont mentionnées, bah, finalement, il y a deux petits messages qui sont pas inintéressants, je pense. C'est que d'une part, une génération, c'est en gros une dizaine d'années. Donc il faut la préparer. C'est pour ça qu'on commence dès maintenant à parler de 6G, et même si ce n'est pas le cœur de la présentation, on en dira quelques mots. Mais d'une part, cette dizaine d'années n'est pas du tout figée. Une génération, entre le point de départ et le point d'arrivée, ben, il s'est passé beaucoup de choses. Et c'est tout à fait ce qui s'est fait dans les trois générations précédentes et ce qui va très certainement, sans aucun doute, être le cas de la 5G. Et puis la deuxième petit point de message, c'est que d'une génération à l'autre, ben, il y a tout un ensemble de novations. Donc c'est du plus en général, quantitatif, mais aussi du qualitatif. Ces novations proviennent de la technologie, de ces nouvelles capacités, mais aussi des usages qui viennent avec, et là encore de la pénétration grandissante de ces nouvelles technologies. Alors, un petit florilège maintenant qui n'est pas complet, mais quand même qui donne un petit peu des éléments importants des innovations donc de la
de la 5G. Bon, assez brièvement, le MIMO massif. Bon, c'est une technologie qui date de la fin des années 90, donc ça fait déjà 20 ans. Ça a commencé à venir d'abord par les réseaux type Wi-Fi non licenciés. C'est plus compliqué dans le cellulaire. Il y en avait déjà un petit peu dans la 4G, mais maintenant, la 5G, c'est du MIMO massif. Et alors, beaucoup d'antennes, c'est un schéma dissymétrique, avec beaucoup d'antennes du côté de la station de base, beaucoup moins du côté du terminal, hein, pour des raisons très concrètes de taille, par exemple. Mais ça amène quand même un certain nombre d'avantages qui sont assez importants, puisque, dans une vision un peu simplifiée, comme sur le schéma qui est présent, eh bien, la communication peut se faire vers l'utilisateur de façon assez directionnelle. Et ça permet d'être beaucoup plus efficace en matière d'utilisation de la ressource spectrale, donc il y a déjà un avantage économique, peut-être de consommation énergétique des stations de base par exemple, et puis peut-être aussi de réduction de l'exposition. Donc de nombreux avantages qui vont avec cette technologie quand même assez lourdement développée au niveau des antennes de l'opérateur. Alors, un autre maître mot, disons, de cette 5G, eh bien, c'est finalement la flexibilité et l'efficacité de la technologie. Et là encore, c'est très important pour rendre cette technologie apportant un meilleur coût, y compris par rapport à des aspects économiques. La flexibilité, l'efficacité, par exemple, les stations de base, eh bien, on va les faire dormir le plus possible quand on n'a pas besoin d'elles. Et puis, en revanche, si elles sont très utilisées parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui communiquent en même temps, là, eh bien, en quelque sorte, elles sont à fond. Et on essaye de mieux utiliser, là encore, l'énergie seulement quand on en a besoin. Donc c'est assez basique, mais en pratique, il faut le mettre en œuvre et ce n'est pas si simple. Au niveau, bon, le terme un peu barbare des formes d'ondes, mais ce qui se passe entre les deux, l'émetteur et le récepteur, on a aujourd'hui, dans le cadre de la 5G, un terme barbare qui est la numérologie, mais à l'intérieur de la bande de fréquences allouée à un opérateur, il y a toute une série de sous-fréquences, de sous-porteuses, et on va pouvoir les allouer de façon très dynamique et très flexible aux différents utilisateurs pour des usages qui sont très diversifiés, entre par exemple du très haut débit, du beaucoup plus bas débit, mais avec de la faible latence, avec également de la fiabilité. Et tout ça va pouvoir être fait un petit peu de façon très très souple par rapport aux différents usages. Et là encore, c'est une innovation assez importante par rapport à la 4G, qui était, je dirais, relativement beaucoup plus rigide en matière d'allocation des ressources. Un troisième innovation, alors dont on parle depuis en fait des décennies, mais qui n'arrive que véritablement maintenant, qui n'est pas encore en France. Bon, les Américains sont plus, disons, je dirais pas en avance, mais en tout cas, ils ont mis cette innovation un peu plus tôt dans leur stratégie de développement et de déploiement. C'est le millimétrique. Donc le millimétrique, enfin, on est presque dans le millimétrique, aux alentours, en proximité de 30 GHz. Donc c'est en gros 5-6 fois plus que 7 fois plus que les fréquences actuelles. Alors, ça a un gros avantage, c'est que comme ces fréquences sont très peu utilisées, en fait, on a beaucoup de spectres disponibles. Et donc, le jour où, par exemple en France, la 5G, les fréquences seront allouées dans ce domaine spectral, eh bien, on aura beaucoup de largeur de bande. Ça permet évidemment d'avoir beaucoup de débit et donc d'avoir une capacité de communication, de réseau bien augmentée. Alors, il y a des avantages et des inconvénients qui vont avec. Moi, je dis toujours que la physique nous limite beaucoup, mais on l'exploite aussi très, très bien. Et dans le cas du millimétrique, eh bien, la communication est beaucoup plus directionnelle. Alors, ça permet de diriger, là encore, plus facilement, plus efficacement vers un utilisateur donné, de faire des sortes de faisceaux hertziens comme on le faisait à l'ancienne. Et là encore, d'avoir une répartition dans l'espace, par exemple, plus intéressante. Alors ça a aussi des inconvénients, qui est que ça propage moins loin, pour des raisons un peu intrinsèques, et également, ça ne passe pas derrière les obstacles. Et donc, très certainement, ces fréquences-là auront des usages très pertinents, très intéressants, mais pas forcément l'usage généralisé, comme c'est le cas actuellement des fréquences en or, qui sont plutôt à des basses fréquences. Mais on aura aussi des solutions, par exemple IAB, Integrated Access and Backhaul, qui permet à la fois de communiquer entre des éléments du réseau de l'opérateur, station de base et centre, disons, de concentration des données, et peut-être en même temps aussi vers des utilisateurs en proximité. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent là encore se faire en utilisant cette flexibilité.
Parmi les grandes innovations, c'est peut-être là qu'il faut vraiment voir le cœur du bénéfice, c'est les modes URLLC, donc Ultra Reliable Low Latency Communications. C'est là vraiment, il y a une grande différence avec les générations précédentes, c'est que les communications pourraient être très très fiables, et également à faible latence. Et là, ça ouvre à des possibilités en matière industrielle, en matière de véhicules autonomes, en matière de fiabilité, par exemple pour le domaine de la santé et bien d'autres, des services de sécurité, des services critiques, qui vont vraiment être ouvrir des grandes perspectives pour ces applications d'entreprises et industrielles de la 5G. Et ce qui va avec, c'est ce qu'on appelle le slicing, c'est-à-dire des services différenciés qui pourront être développés un petit peu à la demande, presque de la dentelle, de façon à être au plus près des besoins de l'utilisateur, grâce à la grande programmabilité des réseaux, qui était le cas de la 4G, mais qui est encore plus dans la 5G, pourront éventuellement faire intervenir des acteurs intermédiaires entre les opérateurs et les clients finaux, de façon à ouvrir un service qui sera très adapté en termes de besoins, mais également très adéquat et acceptable en termes de coûts. Alors on a entendu parler tout à l'heure de l'Open RAN, par exemple, eh bien c'est ce qui sera également qui est appelé à se développer. Et là, on est vraiment au niveau de l'accès, donc c'est même pas le cœur de réseau, c'est aussi jusqu'à l'accès. Alors, les enjeux du déploiement, eh bien, c'est déjà des enjeux de couverture. Donc, à chaque génération, on a cette question qui arrive très vite. Quand on monte en fréquence, il faut savoir qu'il y a une tendance à la réduction de la taille des cellules qui, naturellement, peut imposer de densifier le réseau. Alors, après, on a rapidement des problèmes de coûts d'investissement, ce qui fait que souvent, ça se fait un petit peu sur les années. Bon, on a aussi la technologie qui nous aide parce que le MIMO massif, avec cette possibilité de focalisation plutôt vers l'utilisateur, pourra permettre d'avoir une couverture améliorée. Le millimétrique pourra également aider un petit peu en la matière. Et alors, tout particulièrement, je voudrais revenir un peu sur le débat aussi qui concerne la fracture numérique, le fait de pouvoir donner l'accès de cette 5G au plus grand nombre d'utilisateurs. Eh bien, peut-être que le millimétrique, bon, on pourra revenir à des schémas un peu anciens, les faisceaux hertziens qui couvraient nos campagnes il y a quelques décennies, mais alors avec des technologies modernes et à des coûts bien plus adaptés, qui peut-être permettront de couvrir le dernier kilomètre dans les zones rurales et donc d'apporter cette 5G haut débit aux personnes les plus éloignées des centres urbains. Bon, mais le cœur de réseau 5G, ça va être l'élément essentiel et nécessaire pour vraiment ces applications industrielles qui vont être la vraie innovation. Ce n'est pas encore le cas. Donc, quand je disais qu'une génération, elle évolue sur les 10 années, eh bien, ça va être aussi le job un peu des opérateurs de trouver les bonnes stratégies d'investissement pour que ce cœur de réseau puisse être implémenté assez rapidement pour permettre le déploiement des services, mais ce sont des investissements importants puisque actuellement, la 5G d'aujourd'hui, c'est des greffons radio, voilà, mais le cœur, c'est toujours un cœur 4G, et il faudra vraiment le cœur 5G de façon à permettre ces services, notamment de haute fiabilité et de faible latence. Alors, les horizons, puisqu'il est question d'horizon, aujourd'hui, horizon de demain, bon, on a une tendance depuis 30 ans et qui ne se dément pas, c'est de se rapprocher des limites fondamentales. On les a atteintes d'une certaine façon, mais pas toujours dans toutes les circonstances. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours des marges de progrès. L'augmentation des fréquences, des largeurs de bande, c'est une grande tendance. Optimiser l'efficacité des matériels et des logiciels, la 5G apportera beaucoup, mais il y a certainement toujours des marges de progrès. Et puis, en matière d'architecture, de déploiement, bon, la 5G ne va pas tout remplacer, pas du tout. On va toujours avoir la coexistence de différentes technologies, dans l'IoT par exemple. Une génération ne fait pas disparaître la précédente. On a toujours notre bon vieux téléphone 2G, il marche encore, et ça va peut-être durer quelque temps. Et donc, c'est plutôt la coexistence de ces différentes technologies cellulaires, différentes technologies radio, et c'est de la coopétition plutôt. Quelquefois, il y a de la vraie compétition, mais de plus en plus, l'idée, c'est que cette hétérogénéité, on essaye de la rendre le plus transparente possible pour l'utilisateur, de façon à ce qu'il y ait une couverture tout le temps, à tout moment, à tout instant, et la meilleure possible.
Et puis les horizons, ils bougent aussi, puisque c'est terrestre, mais c'est aussi maintenant peut-être un peu vers le ciel, puisque même pour la 5G, on parle de réseau non terrestre, qui peut faire appel à des satellites, des constellations relativement basses. Donc bien sûr, les Américains, entre autres, poussent beaucoup pour ça. Ils ont leurs propres technologies qu'ils sont en train de déployer, mais aussi en Europe, on espère que ce sera le cas. Et une solution qui pourrait être extrêmement intéressante, c'est de prendre un téléphone 5G de monsieur ou madame tout le monde, à bas prix, peut-être pas tout de suite, mais bientôt, qui pourra directement communiquer avec ce satellite en orbite basse. C'est une sorte de station de base, disons, qui tourne autour de la Terre. Et ça, évidemment, ça sera aussi extrêmement intéressant en matière de couverture et d'accès au plus grand nombre. Voilà, et avec ça, je vais passer la parole à Gérard pour la suite. Merci Alain. Il me reste quelques minutes pour conclure. Vous avez compris que de la 4G à la 5G, on passe à un ordre de grandeur en termes de performance dans tous les domaines, la bande passante, la latence, etc. Et puis, la promesse de la 6G, c'est également de progresser d'un ordre de grandeur en performance. Et ça nous donne cette impression d'être dans une course. Et en fait, on est dans une course. On est dans une course et ce qu'on veut, c'est rester dans la course. La compétition est extrêmement féroce entre tous les constructeurs, entre tous les pays sur les télécommunications. Mais ce n'est pas la seule motivation, bien entendu. Il y en a deux principales pour progresser à cette vitesse et progresser avec ce type de saut en performance. La première, c'est de passer à l'échelle, mais de passer à l'échelle de façon souple, flexible, facile, et de savoir développer des nouvelles applications de plus en plus facilement grâce à la virtualisation, par exemple, ou à l'orchestration, ou au mécanisme de slicing que Alain nous a décrit rapidement tout à l'heure. Et puis, l'autre motivation, c'est que un saut en performance, c'est aussi des nouveaux usages parfois inattendus et souvent disruptifs. Et déjà, on parle d'hologrammes 3D, mais pas seulement 3D, c'est d'hologrammes animés, de précision autour desquels on pourra bouger et avoir des images qui nous suivent. Également, on parle d'applications haptiques, donc non seulement d'avoir la vue et l'ouïe, mais aussi le toucher, donc de rentrer dans un magasin virtuel, par exemple, et de toucher le tissu d'une chemise avant de l'acheter. C'est des applications qui commencent à être entrevues dans le monde de la recherche et de la recherche industrielle. Et puis, la troisième raison, c'est la mobilité généralisée. Non seulement j'ai mon téléphone sur moi, mais les drones vont pouvoir observer et se déplacer aux endroits où l'observation est nécessaire. Et puis, l'Edge se déplace également. Et donc, on a des applications généralisées où tout va bouger. Alain vous avait indiqué d'autres motivations qui sont plus de précision, plus de fiabilité, plus de vitesse, qui permettent de développer des actions temps réel. Et ça permet à la 5G de développer dans le monde de l'industrie ce qu'on a appelé l'industrie 4.0. Tout ça ne va pas sans prendre de précautions, donc on ne passe pas à l'échelle aussi facilement. L'échelle, plus on a d'utilisateurs, plus on a de risques de cybersécurité, de cyberattaque, et plus on a de machines, plus on a potentiellement de consommation énergétique. Et avec tout ça, il faut maîtriser les coûts. Il faut donc faire mieux, faire plus fiable, faire plus vite, avec des coûts qui se réduisent. Donc je vais un peu sauter ces images d'applications. Par exemple, une des applications de la 5G, c'est d'avoir des jumeaux numériques de haute précision avec des images qui vont permettre aux concepteurs qui sont délocalisés d'un endroit ou dans un autre, de pouvoir travailler ensemble sur la même image d'un grand moteur, par exemple, ou sur l'image de synthèse
d'une Smart City avec le bon nombre de capteurs qui permettra d'atteindre de la précision et du temps réel. La 5G est une technologie critique et donc souveraine, mais pourquoi vraiment critique? Parce que en fait, la 5G va transporter toutes vos données. Donc ces données sont sensibles et la 5G va être un point d'attaque pour tous les attaquants du monde entier. Donc d'un fauteuil de Russie, on peut attaquer un magasin comme JBS aux États-Unis. Et cette 5G, une autre raison, est au cœur de la transition numérique. Sans la 5G, vous n'avez plus de grandes applications qui intègrent l'intelligence artificielle, les systèmes distribués, la cyberphysique par exemple. Et vous comprenez tout de suite que la 5G, c'est le grand échangeur d'informations, c'est le grand échangeur de valeurs. Et puis, on a parlé de souveraineté avec des investissements financiers majeurs. Et effectivement, la 5G nécessite de grands investissements. Et puis, par le fait de son degré d'obsolescence, Alain a parlé de changement de génération tous les 10 ans, c'est exact. On sait déjà que la 5G deviendra obsolète, c'est beaucoup dire, mais que ce sera déjà en possible remplacement vers les années 2030-2040 par la 6G. Donc ces grands investissements sont nécessaires pour rester dans la course et être souverain. Les exemples d'investissements sont nombreux. Là, j'en donne quelques-uns. Et vous voyez que la Chine investit de façon très très lourde sur ces équipements 5G. Et puis, les investissements sur la 6G ont déjà commencé de façon très importante. Vous avez sans doute vu dans les nouvelles que Joe Biden et son homologue japonais ont conclu un accord pour investir 4,5 milliards de dollars dans des développements de la 6G. Un petit pays comme la Corée du Sud investit 142 millions d'euros pour faire de la recherche sur la 6G, pour faire de la recherche juste sur les points de haut risque de la 6G. Enfin, la souveraineté ne se traite pas seulement par des investissements financiers, mais aussi par des investissements sur les talents. Vous en avez entendu parler toute la journée, je crois. Et donc, il faut investir sur les talents, mais pas seulement investir sur les talents. Il faut en même temps sensibiliser le public avec des informations justes, de bon niveau. Et plus pour cela, il faut créer de nouveaux lieux de connaissance et d'apprentissage. Et c'est un peu ce qu'on a fait avec Alain en créant le cursus de la masterclass 5G avec NetExplo et puis Capgemini en soutien. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Alain Civil.